Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Nous allons consacrer l'émission d'aujourd'hui à la figure de proue de la résistance algérienne contre le colonialisme français, l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader qui reste la figure emblématique de la lutte contre l'occupation coloniale. En 1947, un siècle après la fin d'une résistance acharnée menée par l'émir Abdelkader, un jeune Algérien d'à peine 17 ans va rendre hommage à l'émir Abdelkader en s'adressant au peuple français à propos de la colonisation lors d'une conférence à Paris. L'émir Abdelkader ou l'indépendance de l'Algérie. C'était Ketb Yassine, alors rescapé des massacres du 8 mai 1945. Pour revenir sur le parcours ou bien quelques aspects du parcours de l'émir Abdelkader, j'ai le plaisir de recevoir ce soir M. Kamel Bouchama. Kamel Bouchama est l'auteur du livre « L'émir Abdelkader et les siens, l'ultime étape au Levant ». Mais aujourd'hui, dans cette première partie consacrée à l'émir Abdelkader, nous allons aborder la période de la résistance de l'émir Abdelkader contre le colonialisme français. Monsieur Kamel Bouchama, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Vous avez écrit que l'émir Abdelkader est l'une des grandes personnalités de l'histoire du monde. Absolument. D'abord, je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez pour parler d'un grand homme. D'un grand homme que l'Algérie ait connu et que le monde entier a connu, et qui est l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, d'abord, moi, je vais me poser une question. Cette question est posée à tous nos auditeurs. Est-ce que l'émir Abdelkader est bien connu chez lui en Algérie? C'est une question fondamentale. Oui. Avant même de répondre, je dirais que il aurait fallu, dès l'indépendance, une fois notre souveraineté nationale acquise, on aurait pu aller dans l'écriture de l'histoire, on aurait pu aller dans l'apprentissage de l'histoire au niveau de nos écoles, pour que l'ensemble des enfants de ce pays sachent qu'avant la guerre de libération nationale, il y a eu une des plus grandes guerres menée par un homme, menée par le peuple algérien, et qui a duré 15 ans. Qui a duré 15 ans sous la houlette de cet homme qui s'appelle l'émir Abdelkader. Mais sinon, la guerre ne s'est pas arrêtée. Les Algériens n'ont jamais accepté le fait colonial. Accepté le fait colonial, et la guerre ne s'est pas arrêtée parce que l'émir Abdelkader ayant déposé les armes, et j'en parlerai à satiété parce qu'il faudrait expliquer tout cela, et c'est un point noir. C'est un point noir aujourd'hui dans notre histoire qui n'a pas été écrite, mais dans notre histoire véhiculée par des condiratants. Oui. Par des condiratants et par des historiens et des histoires et des légendes et des légendes qui ne tiennent pas la route. Alors donc l'émir Abdelkader, premier combattant en un combat bien organisé, le commandeur des croyants, parce qu'il a été plébiscité, on a fait son allégeance, les gens ont fait leur allégeance à l'émir Abdelkader dans la plaine de Ris, quand son père, bien sûr, ayant été sollicité pour... Alors, il était très jeune, on est donc dans ce contexte des années 1830. Il avait 23 ans. Les tribus de l'Ouest à l'époque avaient sollicité son père, Mahiddine. Son père, c'est Mahiddine, pour chapeauter justement la résistance. Pour qu'il prenne le combat contre les envahisseurs. Son père, il avait proposé tout de suite leur fils. Il était très jeune à l'époque. Oui, pendant ce temps-là, il avait 23 ans. Il avait proposé pour mener la guerre, mais lui, très subtil, très averti. Perspicace. Perspicace, bien sûr. Très averti,
il a posé la condition qu'il doit être plébiscité par les tribus. Parce que sinon, mener la guerre comment? Mener la guerre comment? Avec quelle armée? Avec quels moyens? Et l'humain dans une guerre pareille est l'élément le plus important. Donc il a été plébiscité sous un arbre, sous un frêne, dans la plaine du Ris. Il y a eu plusieurs tribus. Plébiscité, donc c'était Al-Moubaïa. Al-Moubaïa, oui. C'était la première Moubaïa. Absolument, oui. Il y a eu une deuxième par la suite, mais en tout cas, la première Moubaïa était la plus importante. Oui. Donc plébiscité comme commandeur des croyants. Là, j'ouvre une parenthèse. On dit l'émir Abdelkader, et puis aujourd'hui, certains qui se disent de sa descendance, s'affublent de ce titre de prince. Parce que, disent-ils, ils sont les descendants de l'émir Abdelkader. L'émir et son père Mahiddin n'étaient pas dans une royauté. Pour que leur descendance puisse s'affubler de ce titre d'émir. L'émir Abdelkader a été émir, c'est-à-dire commandeur des croyants pour mener la guerre. Un point à la ligne. Et donc il a commencé à mener la guerre. Pour revenir à ce moment important de la Moubaïa, donc cette allégeance qu'il avait exigée, même le choix de l'endroit était symbolique. C'est-à-dire cet arbre qui incarne un petit peu, qui symbolise la résistance, le frêne. Oui, qui symbolise la résistance, qui symbolise même un peu, je ne dirais pas l'éternité, mais il allait durer dans le temps. Moi, j'ai eu l'occasion de prendre des photos sous le frêne. J'étais avec Olivier Lecourt, grand maison, le grand historien, qui est un ami. On a été pour un colloque à Mascara et on a fait un petit tour, donc on s'est photographié. C'est beau, c'est émouvant comme emplacement. D'ailleurs, ils ont construit un monument à côté. Et parce qu'il est de la région, voilà, tout simplement. Il y avait de l'espace, les tribus pouvaient se réunir là-bas, et donc elles se sont réunies, et c'est là où il y a eu cet acte d'allégeance. Donc, alors, je ne pense pas qu'il y ait autre chose que ce choix. Oui, allez-y. Alors, ce jeune émir Abdelkader va se révéler très vite comme excellent militaire. Or, son père le voyait comme excellent étudiant parce qu'il avait fait tout un parcours. Il avait fréquenté les universités, notamment d'Orient, avant donc d'être... Non, il avait des bagages. Oui. Il avait des bagages, il avait une bonne instruction. D'abord, il sortait de la Qadiriya, oui. De la confrérie des Qadiriya, qui est une solide confrérie dans la région. Et il a fait ses armes dans cet enseignement. Et c'était la rigueur, c'était la loyauté, c'était le sacrifice, c'était l'élévation, c'était le courage. Tout ça, c'était des valeurs qu'il a pu acquérir dans cet enseignement qu'il a eu. Et son père, il faut dire que ça a été un grand homme. Donc il commence son combat contre les occupants. Vous savez, il a eu beaucoup de batailles, il a mené beaucoup de batailles, l'émir Abdelkader. Il a mené beaucoup de batailles, et moi, ça me déçoit quand j'entends dire que l'émir Abdelkader n'a pas été à la hauteur au niveau de ses combats. Non. Ses ennemis lui reconnaissent cette grandeur. Dommage, moi j'ai pas l'habitude de ramener avec moi des textes pour les présenter, mais j'ai un livre, j'ai un autre livre aussi, que les gens se réfèrent à ce que j'ai écrit. Le Bugeaud, par exemple, il avait
l'ennemi juré de l'émir Abdelkader, avait beaucoup de respect pour ce monsieur. Dans une de ses déclarations, il disait jamais grande insurrection contre l'ennemi n'a été aussi bien préparée que celle de l'émir Abdelkader. C'est Bugeaud qui le dit. Et puis dans le contexte du 19e siècle, il est l'un des premiers chefs donc, militaires à avoir humanisé, si vous voulez, la guerre. Oui, ça c'est un autre aspect, parce que c'est l'éducation de l'émir. Pendant tout le parcours de l'émir, on va trouver cet aspect humain qu'il avait. D'ailleurs, par la suite, on saura, quand il est au pays du Levant, la grande prouesse qu'il avait faite en sauvant les chrétiens. Donc, c'est dans le gène. C'est dans le gène de l'émir Abdelkader, il a ça. D'ailleurs, il a pris de son père et de sa mère. Sa mère aussi pendant les combats. Elle l'assistait pendant les combats. Elle soignait les blessés, même les ennemis. Même les ennemis. Oui, la mère de l'émir Abdelkader. Non, c'est dire que la bataille... Également, le traitement, pour abonder dans le même sens, le traitement réservé, par exemple, aux prisonniers. Oui, prisonniers, bien sûr, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est à partir de là qu'on peut dire que les décrets des droits de l'homme, des droits de l'homme, sont partis à partir des effets, à partir du travail de l'émir Abdelkader, à l'endroit des prisonniers. Il a été très humain avec eux. Et il y a des écrits. Il y a beaucoup de soldats ennemis, qui ont écrit à leurs parents et qui ont fait des rapports à leurs généraux pour dire que on est très étonné de voir le comportement de l'émir à notre égard. Et nous sommes très étonnés de voir le traitement que l'émir a exigé qu'on nous apporte enfin, au cours de nos séjours dans ces prisons. Alors pour dire que l'émir avait de la hauteur partout. Quand il menait bataille, quand il traitait ses prisonniers, et je pense que c'est un peu sa culture religieuse qui lui a permis d'avoir tout cela. Parce que pour lui, l'ennemi n'est pas un ennemi, c'est avant tout un humain. Un humain qu'il doit respecter d'abord, qu'il doit combattre, bien sûr, mais le respecter comme un humain. Comme un humain. Donc je disais qu'il a mené énormément de batailles qui rentrent dans l'histoire. La bataille de la Makta, c'est la première bataille où les Français ont laissé des plumes, ont laissé beaucoup de pertes. La bataille de Mazagran, d'autres batailles également très importantes, les portes de fer. Il a combattu contre de grands généraux, de grands maréchaux. Vous savez, Bugeaud, Saint-Arnaud, Vallée, oui, Randon, et d'autres, Cavaignac, Montagnac. Tout cela, ils ont connu les effets de la guerre qui ont été le résultat de cette bataille, de ces batailles qui ont été menées par l'émir Abdelkader. Donc les succès remportés par l'émir dès les premières batailles vont obliger en quelque sorte le corps expéditionnaire français à négocier avec l'émir. Oui, ils ont négocié. Non, c'est tout à fait normal. Dans toutes les batailles, il y a les armes qui crépitent, d'une part. De l'autre part, il y a des rencontres qui se font pour essayer de régler le problème. Parce que de part et d'autre, les gens se fatiguent pendant la guerre, attention. Et se fatiguent. Quand les Français, ils ont eu des pertes. Ils ont eu beaucoup de pertes. Des milliers de soldats qui sont restés sur le terrain. Des milliers de soldats.
tout comme des pertes des armées de l'émir Abdelkader. Donc il y a eu des tentatives, le traité de la Tafna, le traité de Marniya, bon, ils ont signé des accords qui ont été caducs par la suite parce que les Français n'ont pas tenu leur parole. Ils sont partis dans la sauvagerie, cette sauvagerie qui ne pouvait pas être acceptée par les armées algériennes, et notamment par l'émir Abdelkader. Donc c'est ça qui a fait que, bon, par la suite, bien sûr, il y a eu de l'érosion, si je peux m'exprimer ainsi, de l'érosion, surtout de la part de l'émir, des armées de l'émir, oui. Parce qu'il y a eu, entre autres, il n'y a pas eu que l'arsenal, le grand arsenal des Français qui était opposé au petit arsenal de l'émir. L'émir, ce qu'il avait de plus sérieux, il avait la foi, enfin, les armées algériennes, vous avez la foi, le courage, la persévérance. La persévérance. Les autres, ils avaient l'arsenal, un grand arsenal. Et de plus en plus, les Français augmentaient leur personnel de guerre, leur armement. D'un autre côté, il y a eu quoi? Il y a eu ces effets de la traîtrise. Les effets de la traîtrise. La traîtrise qui nous venait de nos voisins. Oui. Qui nous venait de nos voisins. Et il y a eu également de la lassitude de la part de quelques tribus de chez nous, qui n'ont pas suivi l'émir Abdelkader jusqu'au fond, jusqu'à la fin de son combat. Ce qui fait que le 23 décembre, peut-être que je schématise un peu, oui. Que je fais l'économie de mon discours, le 23 décembre 1947, l'émir Abdelkader arrête la guerre, décide d'arrêter la guerre. Mais avant d'arriver justement à ce moment où l'émir décide d'arrêter la guerre, l'émir, chef charismatique, chef militaire charismatique, respecté par ses troupes, mais aussi il va se révéler également comme excellent organisateur en politique. Parce qu'il va mettre en place les premières institutions. Non, j'allais venir. Oui. Non, j'allais arriver à ça. Oui. C'est-à-dire que moi j'étais dans la lancée de ces batailles, de ce combat, Non, mais dans un autre chapitre, l'émir Abdelkader s'organisait, bien sûr. Il s'est organisé, il a institué un État moderne. C'est lui le créateur de l'État moderne, dont la capitale était Tagdemt. Tagdemt, à 13 km de Tiaret. Tagdemt qui fut, bien sûr, elle est légendaire dans le cadre de l'histoire, parce qu'elle a été capitale des Rostomides. Oui. Capitale des Rostomides. Abdurrahman ibn Rostom a créé sa capitale là-bas, dans Tagdemt. Et voilà que l'émir Abdelkader, en 1836, pardon. Pourtant, je passe mon temps à répéter cela. En 1836, il instaure sa capitale alors, à Tagdemt jusqu'en 1841. Alors, capitale économique, capitale militaire, capitale culturelle, capitale sociale, grande capitale où l'État moderne devait se mouvoir, et à partir duquel les directives, les orientations sortaient. Voilà. Il va frapper sa propre monnaie également. Oui, bien sûr. Dans le cadre de sa monnaie, il a
C'est-à-dire, voyez-vous, c'est Hassan, dans une émission comme celle-là, on peut pas tout dire. On peut pas tout dire parce qu'on est toujours limité par le temps. Alors, bien sûr, quand l'émir a fait sa capitale, il a frappé sa monnaie. Il a frappé sa monnaie, c'est normal. Et donc, pour revenir à cet arrêt de la guerre, je disais qu'il y a eu énormément d'écrits des généraux et des officiers de l'armée française concernant l'émir. Bugeaud qui le comparait au Christ. Il disait, quand j'ai vu l'émir pour la première fois venir sur son cheval, il avait tous les traits du Christ. Pour dire qu'il avait beaucoup de sympathie pour cet ennemi. C'était son ennemi, mais il avait beaucoup de sympathie pour lui, parce que l'émir Abdelkader inspirait la confiance. C'est un homme charismatique, vous l'avez dit, et quand il est face à quelqu'un, face à son ennemi ne pouvait pas... Il force le respect. Il a forcé le respect de ses ennemis, effectivement. Alors donc cet arrêt de la guerre, il a dit, je m'arrête pour différentes raisons. Et alors moi là, j'ouvre une grande parenthèse pour dire que jusqu'à l'heure, à l'instant où nous parlons, peut-être, j'ai demandé à ce que ça soit rectifié parce que l'ancien ministre Baba Ahmed Adon, c'est son nom, il m'avait demandé un jour si je pouvais lui faire une feuille et j'ai fait la feuille, j'ai fait le texte concernant cette histoire de reddition. C'est un mot qui sonne très fort. On parle d'abdication. Oui, qui sonne très fort dans ma conscience et dans la conscience de tous les combattants algériens. L'émir Abdelkader n'a pas fait sa reddition. L'émir Abdelkader a arrêté la guerre en tant que commandeur des croyants. Je l'ai bien dit tout à l'heure. Un commandeur des croyants, il peut commander une guerre, la diriger et arrêter cette guerre. Comme tous les chefs de guerre. Donc l'émir Abdelkader n'a pas trahi, comme le terme qu'on énonce actuellement et qui vient comme du venin, comme du poison à l'ensemble de nos élèves dans les classes, quand vous avez dans les manuels scolaires le mot reddition, abdication et je ne sais quoi encore. Alors donc l'émir Abdelkader a arrêté la guerre. L'émir Abdelkader a arrêté la guerre de peur d'un holocauste contre son peuple, l'extermination du peuple algérien. Les razzias. Oui. D'abord, l'extermination a commencé bien avant, avec les enfumades. Oui. Avec les enfumades. Rebah en a parlé. Rebah en a parlé dans son livre. Ammar Belkhouja a fait tout un livre concernant les enfumades, bien sûr. Alors donc, il avait peur de l'extermination du peuple algérien et les Français étaient d'accord pour exterminer notre peuple à l'image des Indiens d'Amérique. Alors il a arrêté la guerre. Il y a eu des correspondances entre lui et le roi Philippe. Mais il y avait une autre raison. Pardon ? Il a été l'émir. Oui. Le fait d'arrêter la guerre, c'est également un concours de circonstances à l'époque, parce qu'il a été trahi par les voisins de l'Ouest. Oui. Cette histoire, je voulais en venir après. Mais là, vous me donnez l'occasion pour en parler. J'avais parlé de traîtrise tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a eu l'essoufflement de certaines tribus. Oui. Ça, ce n'est pas de la traîtrise. Mais la véritable traîtrise nous vient des voisins d'à côté. Nous vient des voisins d'à côté. Le roi, le sultan, Moulay Abdelrahman, al-Maghribi, al-Muslim, al-Hanif, al-Qanit, il s'appelait comme ça, a signé un traité avec les Français, dans lequel il disait
il a déclaré l'émir Abdelkader comme étant un hors-la-loi et qu'il était interdit dans le territoire marocain parce que de temps à autre, il partait là-bas pour reprendre son combat dans son pays. Et il a bien promis aux Français de le ramener mains et poings liés, et le remettre aux forces françaises. Et il lui a même interdit le territoire marocain. Ça s'est passé après le traité de Tanger, en 1844. Et le roi, le sultan du Maroc, a continué dans cette idée de ramener l'émir Abdelkader comme ligoté et le présenter aux Français. Voilà. Donc, vous évoquez tout à l'heure les correspondances de l'émir avec le roi de France, oui. Louis-Philippe. Qu'en est-il exactement? Oui, les correspondances qu'il y a eu entre lui et le roi de France, c'était parce que l'émir Abdelkader a demandé, il arrête la guerre, et il voulait partir soit à Alexandrie, soit à Saint-Jean d'Acre, qu'on appelle Akka. Elle est en territoire palestinien, oui. Et donc le roi Louis-Philippe, par le biais du général Lamoricière, lui a répondu en disant que je suis d'accord, je vous donne l'amen, on disait l'amen, c'est-à-dire la confiance, oui. La confiance, que vous partiez, vous et votre famille, et ceux qui doivent vous accompagner, vous partez en terre d'islam. Vous partez à Alexandrie selon votre vœu ou à Saint-Jean d'Acre. Et voilà que l'émir Abdelkader, il prend le bateau à vapeur qui a été mis à sa disposition à partir du port de Razaouet. Il prend le bateau qui s'appelle l'Asmodée, il le prend, et il est là, il quitte le port de Razaouet. Il est en Méditerranée. Ce n'est pas un navigateur, l'émir Abdelkader. Ouais. Mais il est stupéfait quand il arrive à Toulon. Ce n'est pas Akka, ce n'est pas, et encore moins Alexandrie. C'était Toulon. Il arrive à Toulon. Donc il a compris qu'il a été trahi par les Français. Il a été trahi par les Français. Sitôt, il a été mis à Fort-Lamalgue, oui. Fort-Lamalgue, qui est une grande prison, oui. Une grande prison à Toulon. À Fort-Lamalgue, lui et ses compagnons. Et de Toulon, il se retrouve à Pau, dans un château à Pau. Mais en réalité, on parle de château, c'est des dépendances de ouais. Château, c'est pas le véritable, la vie de château. Sinon l'abbé Abdelkader ne l'aurait pas accepté. Ouais. Quitter la guerre pour aller dans un château, il n'aurait pas accepté. Ensuite de Pau, il est transféré au château d'Amboise. Château d'Amboise, évidemment, il est transféré dans les dépendances du château d'Amboise. Lui et la suite qui l'accompagne. Alors, il a compris qu'il a été trahi par les Français. Avant donc d'évoquer son séjour à Amboise, j'aimerais revenir un petit peu en arrière et évoquer un moment important également vécu par l'émir, c'est la prise de l'Asmala. Oui. Vous pouvez revenir sur cette... Oui, la prise de l'Asmala, bien sûr, ça a été douloureux pour l'émir Abdelkader. Par le duc d'Aumale. Oui, par le duc d'Aumale. Ça a été douloureux. Douloureux parce qu'évidemment, les Français avaient mis de grands moyens. Ils avaient mis de grands moyens. Et l'émir Abdelkader n'était pas là, n'était pas là-bas. Il était absent, il était ailleurs. Et donc, ça a fait de l'effet. Ça a fait de l'effet
D'ailleurs, il a fait une grande poésie par la suite, l'émir Abdelkader sur ça. Mais ça rentre dans le cadre, si vous voulez, des pertes et profits d'une guerre. Mais est-ce que vous pouvez expliquer juste aux téléspectateurs, c'est quoi la Smala? Parce que c'est la capitale qui est ambulante, c'est la capitale de l'émir. Oui, c'est une maison pratiquement, un camp fortifié, voilà. Oui, c'est un camp fortifié qui se déplace. Un camp fortifié qui se déplace. C'est pas, il n'y avait pas du bâti, il y avait pas. D'ailleurs, dans sa poésie, il a parlé de campement, il a parlé de maisons légères, maisons légères. Ou bitchar, hein? يا عاذرا لامرئ قد هام في الحضر وعادلا لمحب البدو والقفر. Et ensuite il dit لا تذممن بيوتا خف محملها وتمدحن بيوت الطين والحجر. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas mépriser les tentes et faire l'éloge de ces bâtiments de briques et de ciment et ainsi de suite. C'est-à-dire pour expliquer un peu la vie dans laquelle il y avait ces troupes. C'était un campement, voilà, un campement qu'on appelle la Smala, ni plus ni moins. C'était donc sa prise a été donc a été un moment important pour les Français parce qu'ils ont mis du temps à la chercher, à localiser, etc. Oui, parce que qu'est-ce qu'il y avait dans cette Smala? Il y avait les documents de l'émir, il y avait sa grande bibliothèque, c'était un érudit, il y avait sa grande bibliothèque. L'émir, qui était un homme très cultivé, il y avait énormément de choses précieuses qui lui appartenaient, qui appartenaient à la famille, qui appartenaient à ses troupes. Donc c'est ça qui a endolori un peu l'émir, qui a affaibli un peu l'émir, et ça c'est la guerre aussi. On ne parle pas des archives donc, de la Smala de l'émir. Pardon ? On ne parle pas des archives qui ont été récupérées au moment de la prise de la Smala. Non, l'émir en parle, il dit qu'il y a eu un vol systématique, le vol de ses biens, de sa bibliothèque. Ce que les autres pensent être un tribut de la guerre. Mais lui, il en a souffert de ça, Maintenant, on n'en parle pas beaucoup parce que concernant l'émir, ce qui a intéressé tout le monde, c'était beaucoup plus les batailles. C'était beaucoup plus cette lutte acharnée contre le colonialisme. Oui, contre le colonialisme. Et voilà, on ne pouvait pas aller. Bon, la Smala, ce n'est pas un détail, bien sûr, c'est pas un détail. Mais il y avait autre chose. L'émir Abdelkader voyait très loin. Il voyait très loin, d'ailleurs, il était en contact avec les grandes puissances de l'époque. Oui, bien sûr. Il y avait des traités signés, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais les traités, si vous voulez, l'histoire de notre pays les a pas bien circonscrits, les a pas bien développés, analysés. C'est ça. Il faudrait que l'on s'y mette une fois pour toutes sur l'histoire de l'émir et qu'on dise ce qui a été caché, non, ce qui a été occulté. Parce que c'est une période de l'émir qui est très riche, et c'est là où a commencé, si vous voulez, une véritable lutte de libération pour un pays qui a été colonisé comme le nôtre. Ouais. C'est là où ça a commencé. C'était 15 années. Donc on ne peut pas minimiser, les efforts qui ont été consentis par l'émir et ses troupes. On ne peut pas les minimiser. On ne peut pas jeter comme ça en pâture à la vindicte populaire certains aspects de la lutte de l'émir. Je reviens toujours à cette histoire de reddition où les gens vous disent oui, mais enfin,
enfin l'émir a trahi parce qu'il s'est rendu, aux Français. L'émir ne s'est pas rendu. L'émir ne s'est pas rendu. Certains vont jusqu'à dire, bon, mais on le voit avec ses médailles. Dans ces médailles, il y a la Légion d'honneur de la France. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais les Français ne lui ont pas donné cette Légion d'honneur. Ils lui ont donné la cravate de Napoléon. La cravate de Napoléon, c'était pourquoi? C'était pour avoir sauvé les chrétiens à Damas et à Beyrouth. Mais ça, comme tous les pays du monde, lui ont envoyé des cadeaux, lui ont envoyé des lettres de reconnaissance et ainsi de suite. Alors, on s'attache uniquement à quelque chose. Il a la Légion d'honneur de la France. Non, il n'a pas la Légion d'honneur de la France pour avoir dit je m'arrête, j'arrête la guerre. J'arrête la guerre, non. Les Français ont reconnu qu'il a été un grand héros. Les Français ont reconnu qu'ils ont été un grand héros. Dommage, moi, je me suis pas préparé, sinon j'aurais pris quelques textes où les gens entendent dire comment qu'a été vu l'émir par ses ennemis. C'est très très important, très très important. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'arrivée de l'émir au château d'Amboise. Oui. Il va souffrir dans ce château, M. Bouchama. Oui, et il va souffrir psychologiquement. Il va souffrir... il va perdre des membres de sa famille. Sur tous les plans, parce que son pays demeure sous le joug colonialiste. Il n'a pas terminé sa mission. Il était obligé de la terminer de peur je répète, de l'extermination de son peuple. Et donc, en quelque sorte, il n'en est pas responsable, cet émir. Il n'en est pas responsable. Certains disent, oui, mais enfin, il aurait pu mourir au combat. Mourir au combat, et puis c'est tout le peuple qui va partir. Maintenant, en Amérique, où sont les Indiens? Ils sont dans certaines réserves. J'ai eu l'occasion de voir une réserve au Suriname. J'ai vu une autre réserve en Guyane anglaise. Et c'est ça. Alors, le peuple algérien aurait été exterminé parce que, et puis l'émir Abdelkader aurait été déclaré comme shahid, shahid, ça aurait fait plaisir à certains, mais que le peuple algérien parte disséminé entièrement. Ça, donc à Amboise, l'émir souffrait de tout ça, souffrait du dilemme, il souffrait de tout cela. Et puis encore, il faut dire qu'il était prisonnier. Oui. Il était prisonnier, il n'était pas... C'était le premier assigné à résidence. Absolument, c'était pas un invité, pas un invité dans un château. Et puis ensuite, je répète, il n'était pas dans les plus belles chambres du château, il était dans les réserves, si bien que plusieurs membres de sa famille sont décédés là-bas. Oui. Parce qu'il y avait des épidémies, ils ont contracté des maladies. Des maladies qu'ils ne connaissaient pas. Ils viennent d'un climat chaud, ils partent là-bas, ils partent dans un endroit froid. Les dépendances étaient humides. N'en démontre que le cimetière qu'il y a là-bas. Le cimetière qu'il y a à Amboise. Autant de membres de sa famille et de ses accompagnateurs qui sont enterrés là-bas. Voilà. Donc, l'émir n'était pas... Bon, c'est vrai qu'il a reçu parce qu'il était digne. Malgré tout cela, il était digne. Il avait ce respect de lui-même d'abord et le respect des autres. Il a reçu énormément de grandes personnalités quand il était à Amboise. Et sa maman aussi, elle a fait un grand travail. Un grand travail de soutien, un grand travail avec
avec les personnes qui l'accompagnaient, tant et si bien qu'elle était très bonne, cette bonne femme. Napoléon a été émerveillé par La mère. été émerveillé par la mère de... Oui, par la mère de... Napoléon III, il faut le dire. Napoléon III. Oui, Napoléon III. Ouais. L'autre, c'était en Oh, 1700 voilà. et quelques. Napoléon III dit Badengué. Dit Badengué. Donc, sa maman était très respectée. Et puis les gens qui visitaient l'émir Abdelkader, les grands gens, hein, les grands gens du monde, ils demandaient à saluer sa maman. Ils demandaient à saluer sa maman. Et combien de fois, les gens qui ont écrit des lettres à Napoléon, ils lui disaient, pour ce qui est de l'émir, quand vous le voyez, vous allez saluer sa maman. Une femme sainte. Une femme sainte. Peut-être on termine pour cette première partie avec le rôle de la mère de l'émir. Il avait un rapport un petit peu particulier avec sa mère, l'émir. Comme dans toutes les familles ancestrales. Oui. Les familles ancestrales, les familles traditionnelles, les familles qui ont eu une bonne éducation. Une bonne éducation. La mère est sacrée. La mère est sacrée. Et vous savez, c'est-à-dire l'émir n'est pas de ceux qui, par exemple, s'il vivait pendant ce temps, et il aurait mis sa maman dans un asile de vieillesse, hein, dans un centre de vieillesse, non. Nous avons du respect, et il est parti avec ce respect de la maman. D'abord, sa mère a contribué avec lui pendant la guerre, quand il était dans le pays. Donc elle a continué à contribuer avec lui. Et donc c'est une femme qui est très très respectable. Et il ne pouvait que la respecter encore davantage. Monsieur Kamel Bouchama, est-ce que pour vous, l'émir, comme le jeune Katib Yassine, donc il avait pris conscience, c'est-à-dire il avait associé le mot indépendance de l'Algérie à la figure de l'émir Abdelkader. Oui. Est-ce qu'il fallait également le réinventer, parce que c'est une manière de réinventer l'émir, un siècle après, 1945? Non, parce que l'émir... Non, tout simplement, moi j'ai le texte de Katib Yassine. Oui. Et vous avez bien fait de le rappeler au début. J'ai ce texte. Non, parce que l'émir Abdelkader, au début, il parlait d'indépendance. D'abord, le fait d'avoir créé sa capitale à Tagdent. Une capitale ne peut représenter qu'un pays indépendant. Pour lui, le pays était indépendant. Donc il y avait quelques régions qui étaient sous le joug colonial et qu'il fallait s'en débarrasser de ces Indiens occupants. Donc, la guerre a fait que... Et les moyens qu'avaient les colons, les colonisateurs, pardon, ces moyens ont fait que petit à petit, ils ont pris tout le pays. Mais sinon, l'émir Abdelkader, il avait cette aspiration de l'indépendance de l'Algérie. Parce qu'on ne peut pas combattre pour, je sais pas moi, pour une tribu, pour une région, Non, il combattait pour l'ensemble du territoire national. Et donc, si Katib Yassine a parlé de ce jeune qui parlait d'indépendance, c'est parce qu'il a dû lire, il a dû s'imprégner de quelques orientations de l'émir Abdelkader. Et puis encore, en ce temps-là, avant la révolution du 1er novembre, les gens se voyaient dans les grands esprits. Oui. Les gens se voyaient dans les grands esprits. Katib Yassine, le jeune militant, qui a été... C'était dans le moment de crise du mouvement national, si vous voulez. Oui. Donc il fallait chercher ces figures emblématiques. Emblématiques, oui, bien sûr. Mais on cherchait tant au niveau de l'Algérie, il y avait l'émir Abdelkader, qu'au niveau du monde arabe. Il y avait pendant le mouvement national, on parlait de Chakib Arslan, on parlait de Chakib Arslan. Et donc, de toutes ces figures emblématiques, qui étaient un peu les exemples de courage, de probité et de comment dirais-je, et de liberté. Donc Katib Yassine
voyait en l'émir Abdelkader ce génie. Et effectivement, il ne s'est pas trompé. Moi, j'ai pas, pendant toute notre première émission AD, j'ai pas prononcé le mot génie. Oui. Mais l'émir est un génie. L'émir est un génie parce que moi, quand je me suis approfondi dans l'étude, il a montré son génie, d'ailleurs on va en parler par la suite, il a montré son génie là-bas, au pays du Levant. Ouais. Et je vous assure qu'il a d'un parmi les grands savants. Tant et si bien que le gouvernement, l'Assemblée nationale hellénique a demandé à ce qu'il soit le roi de la Grèce, l'émir Abdelkader, à ce qu'il soit l'émir de la Grèce. Enfin l'émir, le roi. Le roi. Le roi, pardon. Parce qu'on est parti sur, la consonance émir. Donc l'émir est une figure de proue. Est une figure de proue de ce combat qu'a mené le peuple algérien. Il est dans l'histoire, il s'incrustera encore davantage dans l'histoire, parce que quand les gens sauront tous les bienfaits qu'a réalisé ce commandeur des croyants, ils admettront qu'effectivement, l'Algérie a enfanté un grand. D'ailleurs, je ne me rappelle pas exactement qui a dit qu'il a placé parmi les grands hommes de ce monde. Il y a une personnalité mondiale qui l'a placé, effectivement. On en parlera dans le prochain. C'est là le mot de la fin, M. Kamel Bouchema, pour cette première partie consacrée à la résistance de l'émir Abdelkader. La prochaine fois, nous allons aborder le séjour de l'émir à Damas. Absolument. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. À la semaine prochaine pour la deuxième partie pour l'émir. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je remercie également les responsables du musée central de l'Armée nationale populaire. Je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt.